Merci. Merci beaucoup Mathieu, déjà pour ta confiance, merci à vous d'être là. Et donc en effet, top départ des conférences, des discussions tout au long de ce week-end, donc ce samedi et demain dimanche. On va parler dans quelques instants du climat lyonnais, de ses variations. On va parler de pluie, on va parler de température, un peu d'orage. Il n'y en a pas au-dessus de Lyon aujourd'hui, mais on verra si ça gronde dans les couloirs du festival un peu plus tard. Dans la ça va gronder dans l'expo. Voilà, exactement, avec de sacrés clichés que vous pourrez découvrir en effet à travers ce beau week-end. Je vous propose donc de faire un joli départ avec notamment Fabien Delacour et Lyon Météo. Hausse des températures, canicule, sécheresse, inondations, mais aussi vent violent, parfois sous les orages. Le climat change. Si vous êtes lyonnais, vous êtes habitué à le voir au quotidien à travers les saisons. Cela peut-il avoir une incidence sur la fréquence des orages ici dans la région? Pour cela, je vous propose d'entamer cette première grande discussion de ce festival Chasseurs d'Orage édition 2025 avec Romain Weber, le fondateur de Lyon Météo et météorologue, et puis Fabien Delacour, prévisionniste indépendant et connu notamment sur les réseaux sociaux via le compte Extrême Météo. Merci à eux et merci à vous d'être là. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être nombreux ce matin. Donc on va vous parler avec Fabien de l'évolution du climat lyonnais et de son influence sur les orages. Donc tout d'abord, un petit graphique sur l'évolution de la température moyenne à la station Météo France de Lyon-Bron, donc depuis 1921. Donc on peut voir quand même qu'il y a toujours eu des variations, mais depuis les années, notamment en 90, on a une hausse quasi constante des températures. Et ces dernières années, on a eu les années les plus chaudes jamais enregistrées. Donc ça s'est vraiment accéléré ces dernières années, et on va voir que ça a quand même des influences sur les orages. Donc tout d'abord, je remercie l'Observatoire Kéronos pour ces données qui ont été fournies pour toutes les études que je vais vous montrer. Donc des données qui sont très intéressantes. Donc ils auront l'occasion aussi de faire des présentations tout à l'heure. Donc là, c'est un graphique qui montre l'évolution de l'instabilité, de l'écart à la normale de l'instabilité sur le département du Rhône, donc depuis 1806. Donc on peut voir que l'instabilité, c'est le carburant, on va dire, au niveau de la masse d'air pour que les orages puissent se développer. Donc on peut voir quand même qu'il y a beaucoup de variations tout au long des dernières années. Et on peut voir quand même depuis les années 2000, c'est quand même lié à la hausse des températures. On peut voir que l'instabilité est en très forte hausse. Et je vous ai mis également le graphique sur la France. Donc on peut voir quand même que globalement, ce qui s'applique au Rhône s'applique généralement aussi à la France entière. Donc on a une très grande augmentation de l'instabilité. Et ça va aussi avoir une influence sur les orages. Donc l'évolution du nombre de jours d'orage dans le Rhône. Donc on a des relevés depuis 2009, donc ça permet quand même d'avoir un petit peu de recul, même si la climatologie normalement se base plus sur une trentaine d'années. Donc on peut voir globalement que le nombre d'orages n'évolue pas vraiment sur le Rhône. On n'a pas forcément plus d'orages qu'avant, on n'en a pas forcément moins. Ça va être variable selon les années. Donc le réchauffement climatique ne va pas forcément occasionner plus d'orages. En revanche, on va avoir vraiment une différence sur l'évolution du nombre de jours d'orage fort dans le Rhône. Donc, un orage fort, pour rappel, c'est comptabilisé dès que la grêle va être supérieure à 2 cm. On peut aussi avoir des rafales supérieures à 90 km/h, qui est des tornades, ou des pluies supérieures à 50 mm en 1 heure. Donc on peut voir quand même qu'il y a une sacrée différence par rapport aux années 2009-2010. On a une hausse quasiment constante du nombre de jours d'orage fort, et c'est directement lié à la hausse d'instabilité et des températures. Ensuite, l'évolution de la proportion du nombre de jours d'orage fort dans le Rhône augmente aussi. Donc, les orages ne sont pas forcément plus fréquents, mais par contre, ils sont plus forts dans l'ensemble. Donc, la pire année, ça a été 2022, où on a eu plus de 20% d'orages forts quand même, ce qui est conséquent, notamment l'année 2022 qui a été la plus chaude jamais enregistrée. Donc, on n'a eu pas forcément beaucoup d'orages sur cette année, mais les orages ont été violents avec d'importantes chutes de grêle. Donc, aussi un graphique du nombre de jours d'orages violents dans le Rhône. Donc un orage violent, c'est comptabilisé quand la grêle dépasse les 5-6 cm, les rafales convectives dépassent les 120 km/h ou que le risque de tornade est relevé. Donc on n'a pas forcément, donc là les données, on a un peu moins de recul, on n'a pas forcément de grosses tendances non plus. Donc c'est surtout au niveau des risques d'orage forts qu'on va vraiment voir une évolution.
Donc maintenant, le nombre de jours d'orage par mois entre 2009 et 2024 sur le Rhône, donc on peut voir que statistiquement, le mois le plus orageux sur le Rhône, c'est le mois de juin. Donc tout ce que je présente sur le Rhône, c'est quand même globalement valable sur toute la France, sauf sur certains climats, notamment méditerranéens, où ça va être quand même assez différent. Mais sur le Rhône, c'est le mois de juin qui est le plus orageux. C'est souvent sur ce mois qu'on a les orages les plus forts. Donc ça commence, la saison orageuse commence souvent vraiment en mai, juin, juillet, et puis après ça commence à décliner entre août et septembre. Le nombre de jours d'orage fort par mois entre 2009 et 2024, donc on peut voir globalement que ce sont les 3 mois d'été où on a les orages les plus forts, même si ça décline un petit peu sur le mois d'août. Ça a tendance avec le temps de se décaler un peu plus sur le printemps. On a des orages forts un peu plus sur le printemps maintenant, mais je laisserai Fabien expliquer tout ça tout à l'heure. Et Fabien, à toi l'honneur. Voilà, donc le climat lyonnais change et on voit bien que ça a un impact visible sur la fréquence et l'intensité des orages. Et donc on a, comme disait Romain, on a plus d'orages à forte intensité, et même presque violents, on va dire, même si on retrouve une tendance générale, encore une fois, à la stagnation. Hein, parce que quand on a tendance à dire, quand on a un réchauffement climatique, on aura forcément plus d'orages, mais ce n'est pas le cas. Par contre, donc, ces orages sont davantage pourvoyeurs de grosses grêles, et notamment la grosse grêle qui est favorisée par, je dirais, une instabilité de plus en plus forte. Et on retrouve d'ailleurs une comparaison qu'on voit sur l'Europe, par exemple, avec le nord de l'Italie, où on se rend compte que sur la plaine du Pô aussi, on a une augmentation de la taille de la grêle. Donc c'est à corréler un petit peu avec ça. Et on a des orages, nous on remarque sur le terrain clairement, qui sont de plus en plus à caractère supercellulaire, c'est-à-dire rotatif. Et ça, c'est dû notamment aussi également à l'augmentation de la température et de la stabilité notamment. Et donc clairement, on se retrouve donc avec une corrélation entre le réchauffement climatique et donc des orages plus forts, parce que donc l'augmentation de la température arrive à un terrain favorable, je dirais, au développement des orages plus forts. Donc augmentation donc, de la température que l'on corrèle notamment, nous, ce que vous a montré Romain juste avant, avec l'augmentation de l'instabilité. Instabilité par chaleur latente qu'on appelle. Donc on se rend compte qu'il n'y a pas plus d'orages aussi durant l'été, depuis 2015 notamment, parce qu'en fait on se rend compte que les étés depuis 2015 sont de plus en plus sous le sceau, on va dire, de nous ce qu'on appelle de haut géopotentiel. Donc c'est des anticyclones d'altitude avec un air chaud qui est présent à toutes les altitudes et qui défavorise clairement les développements convectifs et les développements orageux. Donc la nature des orages change et donc on n'a pas encore suffisamment de statistiques pour appuyer ça, mais nous on se rend compte sur le terrain qu'on a quand même davantage d'orages supercellulaires, à voir si ça se traduit dans un avenir plus ou moins proche. Ce qu'on remarque, c'est maintenant il y a des questions qui se posent au niveau de, je dirais, de la synoptique globale. C'est qu'on se rend compte, donc avec la prépondérance des hauts géopotentiels l'été, des anticyclones d'altitude, on se retrouve avec de moins en moins de talwegs. Les talwegs, ce sont des creux dépressionnaires avec l'air froid qui arrive à descendre un petit peu aux latitudes moyennes. On a de moins en moins de talwegs et de plus en plus de gouttes froides. Alors la goutte froide, c'est toujours un phénomène qui est difficile à cerner. La goutte froide, c'est une dépression d'altitude qui est, je dirais, avec un environnement purement anticyclonique. Et donc ces gouttes froides, on se rend compte qu'elles donnent quand même au fur et à mesure de moins en moins des orages organisés. C'est-à-dire que l'été, on peine à avoir des dégradations orageuses linéaires et organisées. Donc je reviens au phénomène de la supercellule. La supercellule, elle bénéficie de davantage d'instabilité pour se développer et aussi ce qu'on appelle des cisaillements de vent qui sont moins organisés aussi, mais qui sont parfois, je dirais, plus directionnels, c'est-à-dire sur une colonne atmosphérique, c'est-à-dire vous allez avoir des variations de direction de vent entre certaines altitudes qui sont plus marquées et alliées aussi à des variations de vitesse. Et ça favorise clairement ces orages dits rotatifs et supercellulaires. Et donc une goutte froide, on se rend compte qu'elle offre quand même davantage de cisaillements directionnels et en vitesse qu'un talweg linéaire, si vous voulez. Et donc, encore une fois, certainement un terrain plus propice à la supercellule. Donc je disais, mai et juin paraissent aussi les 2 mois les plus propices pour offrir des situations orageuses. Donc on a encore de l'air froid suffisant qui reste en embuscade pour rentrer en conflit avec de l'air chaud, ce qui n'est plus beaucoup le cas après quand on arrive sur juillet et encore moins sur août. Bon, on se rend compte que juillet, quand on regarde les stats, on se rend compte quand même que ça reste un petit peu fluctuant suivant les années.
mais on se rend compte qu'on est peut-être en train d'être en perte de vitesse du point de vue de la fréquence des orages. Donc un décalage, en fait, au final, un peu plus sur le printemps. Alors, bon, ça c'est plus un raisonnement, je dirais, sur le climat lyonnais, c'est qu'on se rend compte, évidemment, mais ça c'est valable aussi pour d'autres régions françaises, il y a des couloirs à orage sur le Lyonnais, clairement. On retrouve toujours un peu les mêmes couloirs. Pour ceux, je dirais, pour ceux qui habitent dans le secteur, je pense, et qui sont passionnés d'orage, vous connaissez un peu plus ou moins ces couloirs, notamment la vallée du Gier, par exemple, ou le secteur Beaujolais, donc Tarare, Villefranche-sur-Saône. La stabilité de fréquence des orages, mais l'augmentation de leur intensité découle aussi directement, donc, comme on disait, du réchauffement climatique, donc qui véhicule moins d'air froid apte à descendre du pôle pour entrer en confrontation avec les masses d'air subtropicales, parce que les orages ont besoin avant tout aussi de conflits de masse d'air. Si vous n'avez plus de conflits de masse d'air, les orages ont plus de peine à se développer. Et contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas une chaleur trop forte l'été d'une manière uniforme qui permet aux orages de se former. C'est même plutôt nocif au final. Donc voilà, le grand public a tendance à penser que la chaleur provoque les orages, mais non, c'est plus les conflits de masse d'air qui provoquent les orages. Et donc toujours aussi le lien entre le réchauffement climatique et les fortes pluies orageuses notamment. Donc il faut bien penser que ces orages sont certainement de plus en plus diluviens aussi, parce que pour 1 degré d'augmentation de la température, il y a 7% de vapeur d'eau en plus dans l'atmosphère. Et on se rend compte aussi, notamment on le voit par exemple avec l'océan Atlantique, mais plus encore avec la Méditerranée, on a des océans et des mers qui sont de plus en plus chauds, et donc ça offre aussi un carburant supplémentaire aux orages, et notamment en termes de contenu en eau précipitable. Donc des orages plus pluvieux, et des orages qui produisent de plus en plus des gros grêlons. Donc voilà, en tout cas, on vous remercie en tout cas, et puis à vos questions, comme on dit. Donc il nous reste pas mal de temps pour échanger, donc le but c'est aussi qu'on puisse répondre à vos questions, donc si vous en avez, n'hésitez pas. La première est toujours plus dure à lancer. Oui. Alors c'était quel secteur? J'avoue, je n'ai pas entendu le début de votre question. Après, je dirais qu'il ne faut pas oublier que chaque dégradation orageuse est différente. Hein. Il faut voir la nature synoptique à la base, il faut voir plein de choses. On peut très bien avoir le nombre et l'intensité, ou avoir que le nombre sans l'intensité, ou on peut avoir aussi, et c'est de plus en plus fréquemment le cas, des orages, nous qu'on dit supercellulaires, qui sont relativement peu nombreux, mais qui peuvent être très forts à violents. Donc c'est difficile de répondre à votre question. En fait, il n'y a pas de règle, quoi. Je dirais que voilà. Et puis, je dirais que nous, quand on fait des prévisions pour les orages, on peut rentrer à regarder jusqu'à 40 paramètres, par exemple. Et il suffit qu'un paramètre soit un petit peu en déphasage avec un autre. Ça change tout. Je dirais que ouais, il n'y a aucune dégradation qui ressemble à une autre. Alors c'est un peu une réponse qui va peut-être pas vous satisfaire, mais il faut reconnaître qu'on est dans de cet ordre-là, quoi. J'ai pas tout entendu. Ouais. Okay. Alors là, il faudrait. Ça aurait été bien que Renaud soit là pour répondre. Globalement, là, ils ont les données depuis 1806 sur le graphique. Donc là, à partir du moment où ils ont les données, je pense qu'ils ont pu les retracer grâce à des réanalyses des modèles. Donc ça reste des données qui sont quand même fiables. Après, on va dire que pour les données les plus fiables, on va dire au niveau des stations météo, en général, vraiment les prises de mesure, les vrais relevés, souvent, même si ça varie, sont faits depuis environ 1920 selon les stations. Donc ça fait quand même pas mal de recul. Oui, tout en haut.
Alors, les autres zones je dirais qu'il y a une augmentation, par exemple, de la taille de la grêle, c'est valable un petit peu partout, oserais-je dire. Et au niveau, en termes de répartition de zones touchées par la grêle, on a souvent quand même toujours plus ou moins les mêmes secteurs qui reviennent, du sud-ouest, notamment au centre-est, dans les périodes estivales. Bon, ça peut remonter éventuellement plus au nord aussi, hein, du centre même jusqu'à l'Île-de-France. On a eu des orages, par exemple, très gréligènes, on se souvient, en juin 2014. Du côté au nord de Paris, on a eu des grêlons, je crois, jusqu'à plus de 11 cm de diamètre. Et donc voilà, donc je dirais que tout le monde peut être touché plus ou moins par la grêle, plus ou moins, et à taille, je dirais, possiblement de plus en plus importante. En général, c'est le mois de juin où on retrouve les plus gros grêlons. Ouais. Après, selon les départements, par exemple les régions méditerranéennes, même si elles ont des orages souvent dans l'arrière-pays, même au printemps et pendant l'été, eux, c'est surtout pendant l'automne qu'ils vont être touchés par de violents orages. Donc ça va vraiment dépendre des régions. En général, comme l'a dit Fabien, c'est vraiment la diagonale sud-ouest, nord-est, mais surtout en s'arrêtant au centre-est qui est concerné par les plus gros grêlons. Alors là, les graphiques qu'on a montrés, c'était par rapport au département du Rhône, donc ça comprend vraiment le Beaujolais comme la région lyonnaise, et il y a souvent une grosse différence entre le Beaujolais et le Lyonnais, hein. Au niveau des orages, ils sont beaucoup plus fréquents sur le Beaujolais. Souvent sur Lyon, on a le vent du sud qui nous protège et qui assèche la masse d'air, et un orage pour se développer a besoin d'humidité, de chaleur et d'instabilité. Souvent, il manque l'humidité sur le Lyonnais. Donc on a pris en compte tout ça, et encore une fois, les orages vont suivre des couloirs, comme on disait tout à l'heure, comme le disait Fabien. Il va y avoir la vallée du Gier, qui est un couloir assez naturel, on va dire, donc les orages le suivent. Il va y avoir aussi Tarare-Villefranche, la vallée du Gier, on va dire, souvent les supercellules sur le Rhône, elles vont partir souvent de la Haute-Loire ou de la Loire, suivre la vallée du Gier et remonter sur le sud-est du département du Rhône. C'est une trajectoire où en fait il y a toute l'énergie, il y a toute la chaleur et il y a aussi l'humidité, parce qu'en Haute-Loire et dans la Loire, il y a quand même beaucoup c'est assez vallonné, il y a beaucoup de forêts, donc il y a toute l'humidité nécessaire, et souvent ces orages, s'ils ont l'énergie, ils arrivent sur le Rhône. Donc oui, il y a des couloirs, il y a des départements qui sont beaucoup plus impactés que d'autres. C'est souvent d'ailleurs les départements qui ont le plus de relief, hein. Souvent ce sont les Alpes, le Massif central, ça reste les départements les plus touchés par les orages. C'est pas nécessairement plus localisé qu'avant. Seulement, comme on disait, c'est plutôt la nature des orages qui change. On a davantage d'orages, on dirait, nous, ce qu'on appelle rotatifs, qui se servent aussi de la topographie locale. Éventuellement, on voit que les supercellules, par exemple, elles aiment aussi le massif central, parce que les reliefs un peu arrondis permettent aussi la formation de cisaillements propices à ce genre d'orage. Alors ça reste des orages à la base aussi quand même qui sont localisés, mais je dirais que de nature, plus ou moins tous les orages sont localisés. Donc vous avez nous ce qu'on appelle aussi les orages monocellulaires, c'est des orages notamment qu'on retrouve sur les reliefs souvent, par évolution, nous ce qu'on appelle l'évolution diurne, c'est-à-dire au fur et à mesure de la journée, l'orage se développe grâce à de l'instabilité et des gradients thermiques verticaux qui sont importants. Et voilà, ça reste aussi des orages isolés et localisés. Donc de nature, de toute manière, les orages, ça ne change pas, ça reste la plupart du temps des phénomènes qui sont localisés. C'est-à-dire que voilà, vous pouvez être dans un village, pas avoir une goutte et même pas 2 km ou 3 km plus loin, vous avez un déluge, quoi. Donc il faut pas oublier ça. Donc voilà, c'est l'essence même de l'orage, c'est l'aspect localisé. C'est peut-être plus le style de dégradation qui va changer. Globalement, il y a 4 situations orageuses. Il y a les marées barométriques, il y a les orages frontaux, préfrontaux et les orages de traîne. Et comme disait Fabien tout à l'heure, avec des Talweg qui sont de moins en moins incisifs, on va dire. Alors là, ça reste une hypothèse, mais on pense qu'il y a quand même moins d'orages préfrontaux généralisés, on va dire, sur l'ensemble de la France. On est plus sur des orages un peu plus isolés ou sur des dégradations qui sont un peu moins organisées. Donc les orages resteront isolés, mais soit ils seront moins nombreux, soit ils vont peut-être vivre un peu moins longtemps. Enfin, c'est plus le style de dégradation, je pense, qui est modifié. Et j'ajouterais pour terminer, on peine de plus en plus à retrouver, nous, des orages qu'on appelle linéaires, qui peuvent, je dirais, barrer la France sur des grandes distances, et pour le coup, nous, c'est
ce qu'on appelle des orages multicellulaires, souvent à l'avant des fronts. Et c'est vrai qu'on retrouve ces situs surtout en début de saison, avril, mai, quand on a encore des situations synoptiques favorables. Mais c'est vrai que des orages linéaires comme cela en juillet-août, c'est de plus en plus difficile de les avoir. Alors c'était un orage en V, il a été documenté, je pense qu'on peut même trouver pas mal de détails sur internet. Il avait une pointe d'alimentation, pas que je dise de bêtises parce que j'ai tellement de comparaisons aussi à côté, mais une pointe d'alimentation de l'orage qui restait fixe et stationnaire du côté de la mer Méditerranée, avec après un évasement qui se fait nous c'est ce qu'on appelle un panache convectif. Le panache remonte, épouse la direction du flux général et remonte sur les Cévennes. Et donc c'est des orages qui sont purement en V et stationnaires et qui sont très très diluviens. Donc là c'est le cas typique, quoi. Donc c'était pas un multicellulaire, on va dire classique, mobile qui se déplace. Ça sera plus facile. Merci. Est-ce qu'il y a des zones qui sont plus foudroyées en France? Quelles sont les zones les plus marquées par les... Les zones les plus foudroyées, c'est un peu toujours toujours les mêmes. C'est plutôt le sud-ouest. Encore une fois, c'est toujours la diagonale sud-ouest-nord-est. Mais vous avez quand même le centre-est de la France qui est aussi bien foudroyé. Auvergne-Rhône-Alpes est notamment est un secteur, je dirais une région qui est très foudroyée. Donc c'est toujours un petit peu les mêmes. Moins de foudre du côté du nord-ouest de la France, forcément. Et puis la foudre dans le sud-est de la France, près du pourtour méditerranéen. Et encore, c'est davantage plutôt en automne quand même, lors des épisodes pluvio-orageux importants qui se produisent souvent dans ces secteurs-là. Et de mémoire, les départements les plus foudroyés, je crois qu'il y a le Gard, l'Hérault, la Lozère, l'Ardèche. Ouais. Et il me semble qu'il y a aussi les Alpes-Maritimes, les Alpes de Haute-Provence et les Hautes-Alpes. Je crois que ça fait vraiment partie des départements qui sont les plus foudroyés. Merci. Alors, dans la logique, avec l'augmentation des températures, on pourrait se dire oui. Par exemple, ces 2 dernières années, on n'a quasiment pas eu de grosses dégradations orageuses en automne. Donc ça va vraiment varier en fonction des années. Par contre, je pense que ça qu'on peut le dire, c'est qu'on a des orages peut-être forts, de plus en plus précoces. Là, on a quand même vu des chutes de grêle au mois de mars qui étaient quand même assez conséquentes pour la saison. Donc je pense qu'on peut voir des orages vont être potentiellement plus forts dès le début de printemps. On a aussi pu voir, je crois que je ne sais plus si c'était en janvier ou février, l'orage de grêle sur Grenoble. C'est vrai que en plein hiver, c'est assez rare. Donc peut-être qu'on peut plus dire que la saison va être précoce. Après, pour l'arrière-saison, je pense qu'on a moins de... On n'a pas de tendance qui ressort réellement sur l'arrière-saison. C'est vrai que, comme dit Romain, c'est très fluctuant suivant les années. On a eu 2 années calmes en arrière-saison. On peut avoir des arrière-saisons plus actives. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a quand même cette tendance à avoir des orages de plus en plus possiblement forts et précoces quand même, on le voit. Donc voilà, puis comme on dit, c'est que la saison des orages, je dirais la plus propice, semble se tourner de plus en plus sur le printemps. Et contrairement à ce que pensent beaucoup, c'est plus forcément l'été qui est propice à la formation des orages. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment un orage arrive à suivre un couloir? Alors, si vous me cherchez, je suis là. Je vois que vous me cherchiez. Je pensais par exemple au niveau des vallées. Est-ce que ça viendrait des
des pentes, des versants qui alimentent la convection, par exemple, des choses comme ça. Et lorsque ce n'est pas une vallée, quelle est la source d'énergie qui permet de faire déplacer cet orage sur le couloir? C'est avant tout la topographie, oui. C'est-à-dire qu'on a l'influence des rivières, on a l'influence des cours d'eau, on a l'influence évidemment des reliefs. Nous, par exemple, on le voit, étant lyonnais, Romain et moi, là, de longue date, on voit que la vallée du Gier, moi je prends toujours l'exemple de la vallée du Gier, on a toujours des orages qui se forment en amont, parfois même plutôt côté Haute-Loire, et qui reprennent après la direction, qui viennent toucher Saint-Étienne, et qui remontent en direction du sud lyonnais. Voilà, après, votre question, elle n'est pas facile à répondre parce qu'il faudrait aborder plusieurs notions liées à la topographie. Mais clairement, on voit que l'influence de l'humidité, certainement, je dirais des rivières, des cours d'eau, donc les reliefs environnants favorisent, je dirais, la formation de ces orages. Après, il faudrait faire une analyse absolument complète, plus détaillée, plus étayée pour pouvoir répondre à votre question complètement. Mais nous, on retrouve clairement des situs favorables liés aux cours d'eau, liés au relief, etc. Je pense que la présence de forêt aussi joue beaucoup parce on le voit souvent, les orages ici ont tendance à se réactiver dans l'Ain et l'Isère, notamment sur les terres froides. C'est des zones qui sont quand même réputées humides et avec beaucoup de marais, de marécages. Donc je pense que ça joue pas mal là-dedans aussi. Et de base, sans réel forçage, les orages ont tendance à plus se former plus facilement sur le relief parce que ça oblige le vent, l'air à se soulever. Donc à la base, les orages ont plus de facilité à se former sur le relief. Et après, selon les flux, ils débordent ou non. Et puis, ils suivent des flux. En général, on est en flux de sud-ouest, généralement en France. Et après, ça suit des couloirs qui sont assez classiques. Mais il n'y a pas vraiment de règles. On va dire que ça fait vraiment un peu ce que ça veut. Des fois, contre toute attente, un orage peut mourir alors que les conditions étaient favorables. Des fois, il peut se renforcer alors qu'on s'y attendait pas. C'est pas toujours... c'est difficile des fois d'expliquer certaines situations. Et puis parfois, juste pour terminer sur cet aspect-là, il y a des fois des aspects, des éléments très localisés dont on peut se rendre compte en dernière minute. Par exemple, les orages ont besoin de ce qu'on appelle de la convergence des vents en basse couche, c'est-à-dire des vents qui se rejoignent pour que l'air chaud s'élève et permette la convection et les orages. Et par exemple, un orage va s'éteindre en arrivant à un endroit, par exemple, on ne sait pas trop pourquoi, puis après on va se rendre compte que c'est plutôt la convergence des vents qui manque ou éventuellement un autre paramètre, et c'est pas forcément la topographie. En fait, c'est un mix de beaucoup de choses. Ma question, elle est en rapport de nouveau avec la grêle. J'aimerais savoir combien de temps avant on peut prévoir un orage de grêle et est-ce que ça a un impact important en France sur la sinistralité? Alors, prévoir longtemps avant un orage de grêle, je dirais que prévoir longtemps un orage tout court, c'est déjà pas évident. Nous, en termes de prévision, je pense que vous aurez l'occasion de le voir durant les 2 jours parce qu'on va aborder ces sujets-là d'une manière plus approfondie. Déjà, prévoir des orages 24 heures avant, c'est compliqué. Déjà, prévoir des orages 6 heures avant, ça reste compliqué. Déjà, une prévision d'orage, c'est difficile de la localiser pleinement. On ne peut pas dire telle localité va être touchée ou telle localité ne va pas être touchée. Déjà, c'est très compliqué. Alors déjà, c'est l'aspect purement de la prévision de l'orage en lui-même qui est compliqué. Maintenant, prévoir la grêle, on arrive à le prévoir on arrive à prévoir un risque de grêle. On reste toujours sur la notion de risque. On arrive à prévoir un risque de grêle à travers l'étude de différents paramètres, l'instabilité, les cisaillements, etc. Et donc on peut arriver par rapport à un type d'orage qui pourrait se produire, on peut arriver à dire, bon, cet orage est susceptible de produire de la grêle. Et éventuellement, si on pousse le bouchon un peu loin, on s'améliore un peu là-dessus, on peut arriver à évaluer le diamètre, donc la grosseur de la grêle. Voilà. Mais par rapport notamment au type d'orage qui va se produire, on sait pertinemment que nous, les orages qu'on appelle rotatifs supercellulaires, produisent des grêlons plus gros en général. Ce qui n'empêche pas que les autres orages type multicellulaires ou d'autres peuvent produire aussi de la grêle jusqu'à un diamètre de maxi de 3 cm. C'est possible aussi. Voilà, en fait, il y a énormément de finesse, énormément de subtilité. Et je dirais que déjà pour apprécier une prévision de grêle, il faut déjà arriver à apprécier déjà en amont le risque d'orage.
quel est le risque d'orage pour tel secteur et telle localité. Ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que tous les orages ne produisent pas forcément de la grêle. Donc ça, c'est important aussi. Et des fois, la prévision, elle va être... Bon, je crois qu'il y aura une autre conférence sur la prévision, donc je ne vais pas m'y attarder. Mais la prévision peut être très compliquée. Par exemple, souvent, quand il y a un ciel qui est bien nuageux le matin, alors que des orages sont prévus l'après-midi ou le soir, ça peut mettre à mal le potentiel orageux de la journée. Et souvent, ce qu'on dit, c'est le soleil revient, du coup, il n'y aura pas d'orage. Et au final, si le soleil et le fait que l'atmosphère doit chauffer dans la journée, c'est important pour derrière le développement d'orages assez forts. Et souvent, quand on a des nuages, des fois, dès le matin, ça peut mettre à mal toute la prévision de la journée. Donc, c'est une prévision qui reste très, très compliquée, les orages. Alors, le vent, là, vous parlez du facteur vent, ce n'est pas obligatoirement un facteur lié aux orages. C'est-à-dire que c'est plutôt la climatologie générale durant les années. C'est-à-dire qu'à Lyon, nous, on se rend compte, on a regardé qu'on a de plus en plus de journées à vent fort, notamment le vent de sud, et éventuellement peut-être même le vent de nord aussi, également peut-être plus même le vent du nord, en fait. Et ce n'est pas forcément lié aux orages. Voilà. Parce que nous, on se rend compte au niveau des orages, si on ressent purement sur les orages à Lyon ne sont pas forcément plus pourvoyeurs de rafales de vent qu'auparavant. Nous, on se rend compte d'une différence surtout au niveau des pluies, c'est-à-dire susceptibilité d'avoir des orages de plus en plus diluviens, et au niveau de la grêle. Au niveau du vent, il n'y a pas grand-chose qui ressort de particulier. Mais par contre, votre remarque sur la fréquence du vent sur Lyon, elle est tout à fait vérifiée. Par rapport aux années 70-90, le nombre de jours avec vent fort sur le Lyonnais a triplé. Donc on est sur une hausse du vent. Alors après, est-ce que ça va continuer? Ça, on n'en sait rien. Mais sur les 5 dernières années, en tout cas, ça se confirme bien. Donc on a plus de vent qu'avant. Et le vent du nord, je pense, se renforce aussi pas mal. Voilà. Attendez, je vous apporte le micro. Bonjour. Alors moi, ma question, elle concerne en fait le rapport que vous pouvez éventuellement entretenir avec les communes. Enfin, comment elles... En fait, vous parlez d'orages qui sont de plus en plus violents. On parle d'orages supercellulaires, si je ne me trompe pas. Donc, il y a des conséquences forcément derrière. Moi, je suis d'origine des Alpes-Maritimes. On a eu des orages catastrophiques, voire meurtriers, il y a quelques années. Et j'ai pas l'impression que les communes, en tout cas toutes les communes, soient réellement à l'écoute de tous ces changements climatiques. Donc, est-ce que vous travaillez avec certaines des communes? Comment vous travaillez avec elles? Est-ce qu'ils sont à votre écoute? Voilà, c'est un peu ça ma question. Alors, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, je travaille avec une trentaine de communes sur la région lyonnaise et c'est vrai qu'on voit de tout. Donc, il y en a qui font vraiment beaucoup d'efforts pour essayer justement de prévenir les phénomènes, prévenir la population, mettre des moyens en place pour éviter justement qu'il y ait des sinistres. Et à l'inverse, il y en a, il faut être honnête, qui s'en foutent totalement. Hein. C'est malheureux, mais voilà, donc il y a un peu, c'est assez compliqué. Il y a pas mal d'incompréhension aussi, je pense, aujourd'hui dans la façon de communiquer en termes d'alerte météo. Donc ça aussi, je crois qu'il y aura une conférence à ce sujet. Et des fois, le message des alertes ne passe peut-être pas très bien non plus. Soit c'est des messages qui peuvent arriver en retard, soit un coup, il va y avoir une alerte pour rien, on ne va pas en tenir compte par la suite. Donc c'est assez compliqué, mais il y a quand même des communes qui ont des plans, qui mettent en place le plan communal de sauvegarde. Et pour les communes qui ont l'habitude, on va dire que quand elles reçoivent de bonnes alertes précises et ciblées, elles arrivent quand même à faire un bon travail là-dessus. Oui, parce qu'il y a encore des constructions sur des zones inondables et ça c'est quelque chose. Énormément. On y reviendra, je crois qu'il y a d'autres conférences là-dessus, on pourra y revenir. Mais il y a un gros sujet là-dessus. Merci. Merci beaucoup à vous et à votre intervention. C'était pas simple, c'était la première en plus, donc c'est vous qui avez inauguré en effet ce festival. On peut peut-être rappeler la manière de vous retrouver sur Internet, Lyon Météo et puis Extrême Météo. Donc, Fabien, je ne sais pas où tu seras sur le festival. Alors, moi, je suis plutôt connu sous le nom d'Extrême Météo. Donc, moi, j'ai une page Facebook surtout qui est très active. Et vous pouvez me retrouver aussi sur le réseau X également. Donc, moi, je suis principalement présent sur les réseaux sociaux. De ma part, je suis présent sur Lyon Météo, donc sur la plupart des réseaux sociaux, et puis j'ai un stand aussi sur le festival. Donc j'essaierai d'y être au maximum en fonction des conférences et des sollicitations. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup à tous les deux.
pour cette première conférence. Et c'est vrai que les questions étaient intéressantes et beaucoup de questions que vous avez pu poser sont en lien avec d'autres conférences et discussions qui auront lieu dans la journée. Par exemple, les inondations du 17 octobre dernier en vallée du Gier. Le Gier, on se retrouvera ce soir à 18h45 pour en reparler. Merci à tous, on se retrouve dans 5 minutes. On va clairement rentrer dans le vif du sujet puisqu'on va accueillir des chasseurs d'orage. Chasser l'orage, qu'est-ce que ça veut dire ? On se donne rendez-vous donc dans un instant avec William et Alexis Maillard. Merci, à tout de suite.